Donc, il s'agit d'une interview dans laquelle on va parler de la freelance en tant que graphiste, designer, directeur artistique, tous ces mots qui englobent la création finalement. Ça va être en plusieurs étapes. On va avoir la présentation, pourquoi tu as choisi d'être en freelance, ton quotidien, le côté administratif, les clients, l'argent et la santé mentale. C'est un beau palmarès. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que les gens peuvent se poser. Et on va commencer en douceur par te demander de te présenter. Classique. Comment tu te définis, qu'est-ce que tu fais et comment tu te définis surtout. Du coup, motion designer, spécialisé dans la 3D. Ok. Mais je fais toutes sortes de motion design, mais j'avoue qu'on me demande quasiment que de la 3D et c'est ce dans quoi je suis le plus efficace, on va dire. Ok. Donc disons spécialisé 3D. Ouais. Mais tu te dis motion designer avant tout. Ouais. Ok, ça marche. Et pourquoi tu as choisi de te lancer en freelance plutôt qu'un CDI, CDD ou tous ces termes qui veulent dire finalement d'être salarié? Je pense que la première raison, qui est avant toutes les autres, c'est le fait de pouvoir choisir mes projets, de pouvoir dire non, je veux pas faire ce client-là, et d'aller au contraire chercher, démarcher des clients qui moi me plaisent. C'est pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit tu fais ci aujourd'hui, tu fais ça, et c'est en fait de faire comme je veux, quand je veux, et du coup ça amène aussi la liberté de temps qui aussi est très importante. Enfin, c'est le deuxième truc après, c'est pouvoir gérer mon emploi du temps. S'il y a une semaine, j'ai envie de partir en vacances ou j'ai envie de rien faire, je peux rien faire. Si je suis trop motivé, j'ai envie de grave taffer, c'est un peu plus compliqué de prévoir le taf à l'avance. Ouais. Mais au moins, c'est une liberté qui est incroyable, quoi. Ouais, si de 14h à 16h, tu as prévu de faire du vélo, en fait, rien ne t'empêche de 16h à 22h de travailler. C'est toi qui décides, quoi. Il n'y a pas d'horaire fixe. Ouais. Et je pense que le côté argent ne rentre quasiment pas dans l'équation, en fait. Okay. Genre, c'est intéressant. Même si je gagnais moins d'argent qu'en CDI, je ferais quand même de la free, je pense. Ok, ça c'est ouf. Et t'en fais que depuis combien de temps officiellement Officiellement, full-time, je l'ai annoncé depuis août. Ok. Août donc ça fait 2022. Ça va faire plus de 6 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 8 mois. Ok, 8 mois. 8 mois que tu es officiellement freelance. Ouais. Mais donc, il y a tout un process là-dedans que en fait, ça fait plusieurs années que tu travailles pour en arriver là. Depuis... j'ai commencé mon entreprise en livrant des burgers en 2019. Mais j'ai vraiment commencé à faire les premiers projets en 2021, 2020, un truc comme ça. Ok. Ouais, t'étais livreur Uber Eats exact. Au début de ta micro-entreprise. Et je proposais la 3D aux mecs à la porte, mais personne ne voulait. Donc... Bien sûr. Et du coup, là, on va un peu aller sur le quotidien. Est-ce qu'une journée type freelance existe à tes yeux? Et si oui, laquelle est la tienne? C'est très dépendant de si j'ai du boulot ou pas. Mais disons que si c'est une journée où j'ai du travail, en général, j'ai une petite partie de mes projets qui sont en autonomie. Le reste du temps, c'est souvent j'ai le brief le matin, je travaille la journée. Ou j'ai les retours le matin et je travaille la journée. Donc, la plupart du temps, j'ai pas mes retours et mes briefs avant 10h en général. Donc, avant 10h, petit caf, petite vidéo. Si je suis motivé, je me fais un peu de prospection avant. Aller contacter des agences, trucs comme ça. Mais du coup, 10-13, je mange vite. Comme ça, petite pause le midi. Et après, je peux enchaîner direct sur l'après-midi et finir plus tôt. Ok, parce que du coup, vu que tu travailles avec une agence, en fait, ils arrivent à 9h au bureau. Le temps qu'ils te répondent, c'est 10h, 11h. C'est ça. C'est pour ça qu'en gros, une journée type, c'est plutôt le matin, c'est plus tu t'occupes de tes mails, de ta prospection. Okay. Et la journée type a souvent 1 ou 2 calls dedans. Ok. Ça peut être le call avec l'agence avec qui je bosse. Et peut-être un call dans l'après-midi d'une autre agence qui me propose un truc. D'un autre client. Voilà. Et du coup, tu travailles de chez toi, tu vas en agence, ou est-ce que des fois tu vas dans des cafés? C'est quoi ton lieu de travail en fait? Si je tu réfléchis. Si je prends la routine que j'avais à Lyon, du coup, j'essayais quand même de sortir de chez moi. Ok.
puisque sinon, t'es enfermé tout le temps, c'est affreux. Du coup, tout ce qui était pré-prod qui ne demande pas de la puissance, ou même le début d'un projet 3D, je le faisais dans un café ou chez des potes ou quoi. Et après, quand ça demandait d'avoir l'ordi fixe chez moi. La pleine puissance. Ouais. J'essaye quand même de pousser de plus en plus le motion 2D dans mes commandes. Quand j'ai envie d'aller à Paris, par exemple, alors que j'habite à Lyon, passer une semaine là-bas, je vais pas ramener ma tour, tout ça, donc... c'est le problème de la 3D. J'oriente un petit peu sur certains studios de faire de la 2D comme ça. Je suis un peu plus libre, quoi. C'est marrant, on n'aura pas la même réponse selon les profils vu qu'on va faire 6 autres interviews. Toi, tu as vraiment la problématique de l'ordinateur. Ouais, je suis quasiment le seul, du coup, à avoir le fixe obligatoire. Ouais. Et du coup... c'est quand même un truc à prendre en compte. Ouais, quand tu fais de la 3D, c'est chiant. Objectivement, ouais. Mais je me dis que c'est un problème qu'on n'aura plus dans genre 2 ans, je pense. C'est réel. Donc... Ok, de toute façon, les IA, on n'a plus de métier. Hein. Bon, c'est bon, ouais. L'interview, elle sert à quoi, en fait? J'avoue, ça sert à quoi? Je freelance prompt designer, design me, motion design, allez. Dégoûté. Putain. Maintenant, on va rentrer un peu sur l'administratif. Donc, en fait, là, c'est vraiment des questions, je pense, vraiment plus destinées aux gens qui débutent ou même des gens qui se sont jamais trop posé la question. Est-ce que tu es en micro-entreprise, chez la maison des artistes ou autre? C'est la fameuse question. Tout le temps, on se la pose. Tout le temps, on la répond. Et à chaque fois, les gens oublient. Ce que ça veut dire. Ouais. Donc, je fais mon coming out. Je travaille au black. Que au black. Je fraude l'URSSAF. Ok. Ça, c'est le teaser, ça. Non, en fait, du coup, je me suis installé à Malte. Ok, tu continues. Du coup, je paye pas d'impôts, en fait. Tu continues. Non, moi, je suis en micro-entreprise auto-entrepreneur. Okay. J'ai pris ça parce que livreur Uber Eats, du coup. À la base. C'était ce qui était recommandé. Et j'ai pas changé depuis. J'ai juste changé le type d'activité. Ouais. Du coup, c'est activité spécialisée design, je crois, un truc comme ça. Et c'est une profession libérale, du coup? Ça, tu sais pas? Je sais pas. Ok, ça marche. Je crois que oui. Ça marche. Et du coup, je mets prestation de service. Je sais qu'artiste-auteur, c'est plus compliqué, il y a plus de démarches, tout ça. Mais en tant que motion designer, c'est un peu compliqué, parce que tu veux pas faire ce que tu veux, c'est des créations originales, tout ça. Donc, auto-entreprise, tu peux faire tout ce que tu veux. À voir du coup avec les paliers, comment je vais... Parce que c'est encore le début. C'est ça. Je pense que je passerai les paliers cette année. Ouais. Et du coup, ça va peut-être ajouter du coup de la paperasse avec... la TVA, tout ça. Mais... Tu peux expliquer le palier? Tu parles de quel palier? Est-ce qu'il y a un palier spécifique qu'on doit connaître? Je suis comptable, en fait. No flex. Non, mais c'est marrant de savoir. Ouais. Peut-être ça se trouve, quelqu'un d'autre dans l'interview va me dire ouais. Je sais pas du tout. Et toi, t'es bien renseigné, tu vois, donc c'est intéressant. Le premier palier, c'est 36K, du coup. De chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires. Ouais, ok. Brut. Ouais. Donc ce que tu factures au client. Ouais. Après 36K, tu dois, dans ta facture, ajouter la TVA en plus. Ouais. Donc ça gonfle beaucoup ta facture. Sur une facture, du coup, c'est 20%, plus de 20%, je crois. Je dis peut-être de la merde. Ouais, je crois que c'est 20%. Mais tu vois, sur une facture à, je sais pas, 4000 balles, tu rajoutes vite 1000 euros. Ouais. Sauf que, en fait, l'entreprise à qui tu factures, la TVA, elle la paye à toi, mais elle la récupère après en tant que... Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, l'entreprise te paye la TVA, mais elle la récupère. C'est comme si cette ligne-là n'existait pas dans le devis. Ça, c'est juste embêtant quand tu vas facturer un indépendant. Ouais. Si tu factures, je sais pas, un youtubeur ou je sais pas, un mec qui commence dans la musique, qui n'est pas une entreprise, et lui par contre, la TVA il va la payer et elle est perdue pour lui. Du coup, tu perds peut-être quelques clients en passant à la TVA. Et ensuite, tu as un second palier à 72 000. Ouais. Ça, c'est pour les auto-entrepreneurs. Ouais. Et du coup, après ce palier-là, je crois qu'il faut le dépasser plusieurs fois pour que ça commence à être obligatoire. Mais là, tu peux plus être en micro-entreprise. Il faut que tu aies une vraie entreprise, je crois. Ok. Ouais, genre une SASU, SAS, ce genre de statut. Je parle que des discussions que j'ai eues avec les gens et de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué. On a peut-être tendance à trop écouter les autres sans trop regarder la vraie source. Et donc faire attention. J'ai fait des calls avec des boîtes d'experts comptables. J'ai contacté des gens sur Twitter qui étaient vraiment dans le métier aussi. J'ai parlé avec d'autres freelances et c'est à peu près toute la même version que j'ai eue. Donc ça se trouve, tout le monde m'a dit n'importe. C'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, c'est un peu... Mais c'est fou parce qu'on fait pas exprès en fait, on cherche vraiment la réponse. On cherche le contact avec les gens, on regarde sur le site du gouvernement, sur l'URSSAF, et pourtant... Et c'est fou que je pense vraiment qu'il y a
il y a des gens peut-être qui tardent à se lancer ou qui se lancent même pas parce que ça leur fait trop peur l'administratif en fait. Pour de vrai, ouais. Et j'avoue qu'après, en tout cas l'administratif c'est peut-être une question que tu as après. Moi c'est pas plus de 2 heures par mois. Ouais. Bah justement j'y viens. Ouais. C'est quoi pour toi, comment tu gères ta partie comptabilité en termes de logiciel pur? Fais-nous une petite routine de tu fais une facture, qu'est-ce qui se passe, quel logiciel rentre en compte? Intéressant du coup. Du coup, si on commence au début, niveau facturation, donc tu envoies un devis, tu fais signer ce devis, et une fois que tu as reçu le devis signé, qui dit je te paierai bien ce qu'il y a sur le devis, tu fais le projet, et à la fin du projet, j'envoie la facture. Ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé de devoir ajuster la facture au fil du projet, s'il y a plus de retours ou moins de retours, etc. Ou s'il y a des achats, je sais pas, d'objets 3D, etc. Ou par exemple un autre format de vidéo, carré, vertical, qui n'a pas été discuté au début. C'est ça. Comment se compose le devis? Je divise bien dans toutes les tâches que j'ai à faire, pré-production, production, post-production, et même des fois je détaille encore plus. Ça permet au client de vraiment voir juste, j'ai pas droppé 11 jours comme ça. Du coup, même si des fois, t'estimes, tu peux pas savoir en fait. C'est tout un taf avec l'habitude, etc. C'est une forme de marge aussi, de ton côté. Exact. C'est une forme de sécurité parce que ça va souvent dans l'autre sens plutôt que dans notre sens. Bien Soyons sûr. 100% Ah honnêtes. oui, bien sûr. Et du coup, je détaille beaucoup pour voir, même des fois à la demi-journée près, sur chaque étape. Et je demande un acompte de 20%. Ok. 30% s'il y a un tout petit projet. Ok. Et du coup, 20% qui me paye tout de suite. En fait, ça facilite le paiement de la grosse facture après. Tu es déjà dans leur logiciel de compta. Après, c'est plus facile pour la facture. J'ai remarqué que ça arrivait plus vite. Ok. Tu passes par quel logiciel pour faire ton devis, ta facture? Je passe par Word. J'ai fait tout un template en fait qui est pré-rempli, comme les PDF que tu peux voir, où en gros j'ai des tableaux. Et du coup même genre la date se remplit automatiquement avec des scripts quand j'ouvre le document. Bien ça. Les tableaux calculent automatiquement comme dans Excel avec des formules. Et du coup j'ai moins d'erreurs de compta. Avant ça m'était déjà arrivé d'oublier un zéro ou de rajouter un. Wow. Du coup là maintenant j'ai plus d'erreurs, ça calcule tout seul. Ok. T'as une base de données de clients éventuellement? Non, t'as pas. Non, j'ai des champs où je mets email, adresse, tout ça. Ok. Et bah si j'ai un client qui revient, bah je reviens, je rouvre le Word et je fais sauvegarder sous. Et je fais un V2. Bien sûr. Oui, je fais ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon devis? Mention légale. Avec le entre parenthèses EI, le nouveau truc là. La date, le numéro du devis, le client et ses coordonnées, un grand tableau avec toutes les prestations et le devis, et en bas je mets mes coordonnées bancaires et ça c'est tout ce qu'il y a dedans. Ça fonctionne. Pas besoin de faire compliqué. Exact. Donc il pourrait y avoir des conditions générales de vente éventuellement si tu voulais aller plus dans le détail. Normalement je sais pas si c'est obligatoire mais si tu veux te couvrir, mais c'est Voilà. Et autre truc du coup, tu me demandais si j'ai une base de données de clients. En fait oui. Chaque fois que je fais un projet, je le mets dans un Notion avec des colonnes. J'ai une colonne en cours, en attente de paiement. Non, en cours, facture envoyée, en attente de paiement, payé et déclaré. Okay. Comme ça, je sais ce que j'ai déclaré, ce que j'ai pas payé, pour etc. Pour pas faire de doublons. Parce que ça m'est déjà arrivé en fait d'oublier que j'ai fait un projet. Okay. Et genre 2 mois après, je fais « Ah, mais j'ai fait ça !» et j'ai même pas envoyé la facture. Et t'inquiète pas que les clients, si tu ne leur vois pas la facture, ils font « Oh bro! Incroyable. Oh bro! Je veux pas te relancer. Excuse-moi, tu peux prendre notre argent s'il te plaît? Du coup, ça c'est en vrai, moi qui ai assez tête en l'air, avoir un suivi, c'est super utile. Et en toute sincérité, tout ça, tu l'as appris où? Par des gens, Internet? Comment dire? C'était tout de suite d'un coup parfait? T'as amélioré? Le devis, c'est toi qui me l'as donné, le template. Je l'ai un peu modifié à ma sauce, mais voilà. Le fait de l'automatiser, j'ai vu ça sur YouTube. C'est aussi en fait en regardant ce que les logiciels comme Shine déjà tout fait proposent. Je me suis dit je vais le faire moi-même avec un process à ma sauce. Et désolé Shine. Navré. Je pourrais encore plus optimiser, automatiser tout ça, mais j'en ai pas encore le besoin. Et même en facturant, je pense que je fais au moins
1 ou 2 devis par semaine. Ok. Ils sont pas tous validés, Ouais. mais j'en envoie peut-être 2 par semaine, ouais. Et t'as peut-être 70% qui passent. En faisant au moins 1 par semaine, le fait que ce soit automatisé, ça me fait gagner un peu de temps. Ok. Et est-ce que tu as un conseil éventuellement à donner à ceux qui ont vraiment cette peur de mal faire? Parce qu'il y en a vraiment, comme tu dis tout à l'heure, ils ont vraiment peur de se lancer pour ce côté administratif. Et qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce qu'ils ont le droit de faire une erreur? Est-ce que toi, tu as déjà fait une erreur? Qu'est-ce que tu leur dis? Si c'est des erreurs juste genre faute de frappe ou t'es un peu tête en l'air, tu mets un mauvais chiffre. Mauvais chiffre chiant. Ouais, l'agence, elle te retoque dessus. Elle te dit, voilà. Après, une erreur légale, je pense en fait, c'est marqué partout sur le site de l'URSSAF, tout ça. T'as le droit à l'erreur. En fait, si c'est de bonne foi, c'est pas une erreur en mode je fais exprès de payer moins d'impôts. Ou je fais 100 000 euros. Ouais. Merde. Oups, j'ai oublié un zéro dans la déclaration de l'URSSAF. Oups. Là, non. Mais si t'oublies de mettre, genre, je sais pas, t'as oublié le EI, par exemple. Oui, t'as oublié très récent. Ton code d'activité ou je sais pas quoi. Ouais, sirène, sirette. Ce serait intéressant de voir si des gens ont déjà été pénalisés pour ça. Ben, je pense, mais peut-être qu'on n'est pas les cibles. Peut-être que c'est plus des PME, TPE. J'en sais rien. Honnêtement. Et puis surtout, quand tu arrives à ce stade-là, t'as un comptable qui check ce que tu fais. C'est ça, donc on essaie de faire, moi je suis d'accord avec toi, on essaie de vraiment toujours faire au mieux. Il faut être de bonne foi. Ouais, vraiment, on essaie de bien faire. Tu fais de ton mieux. Et ouais, c'est ça, faire de son mieux et surtout pas se mettre la pression. On va partir sur la partie client. Est-ce que toi tu démarches des agences? Est-ce qu'on vient te voir? Ou est-ce que c'est du simple bouche à oreille ou un peu de tout? Les trois. Les trois. Je fais beaucoup de démarchage. Okay. C'est peut-être aussi lié à mon passé, tu sais, chez BTS. Ouais. Dans une boîte de prod où on démarchait beaucoup. Ouais. J'ai un peu pris cet automatisme-là. Et moi, ça me fait kiffer de me présenter à plein de studios, plein d'agences. C'est super kiffant, en fait. Genre, il y a 3 ans, les trucs que tu te croyais genre inatteignables, en mode c'est les meilleurs du monde, des trucs comme ça. Et ben, un petit mail, ça coûte rien. Ouais. Tu dis, voilà, je suis motion designer. Je fais ci, je fais ça, voilà mon showreel, je kiffe trop votre travail, j'aimerais trop qu'on travaille ensemble. Ça coûte rien. Au pire, t'as un nom. Ouais. Au pire, ils te répondent jamais. C'est ça. Et du coup, j'ai paré un Notion, une énorme base de données que je me suis fait avec le temps. Là, il y a peut-être genre 200, 300 agences dedans. Putain, ça vaut de l'or, ça. Ouais, à vendre. J'y pense, mais du coup, non, pas le vendre, mais genre, j'ai pensé à le partager, et en fait, c'est pas fou parce que ce serait trop facile en fait, de donner toutes les agences de France que j'ai trouvées. Ça se débat, ouais. Et du coup, il y a un moment où de toute façon, je l'ai déjà dit, je suis full partage, j'ai envie de dire à tout le monde tout ce que je fais, comment je l'ai fait, etc. Il n'y a pas j'ai un secret, machin. Mais là, c'est genre tellement de... Puis même, c'est pas fou pour les agences non plus, parce qu'elles vont peut-être recevoir plus de demandes, plus de mails, tout ça. Et peut-être moins qualitatif du coup, parce que moins de recherche, plus de spam. Ouais. Donc si on se focus sur le côté démarchage, du coup, je trouve les agences... j'avais déjà fait un petit thread là-dessus, comment trouver des agences. Des mecs qui ont déjà fait des listes sur art.na. Le mec de Lyon, là, c'est Grapp, je crois. Grapp App. Grapp App, voilà, des trucs comme ça. Enfin bref, de toute façon, quand je trouve une liste, je la partage en général. Même tu vas simplement sur le profil de quelqu'un, working at, hop, il met le arrobase de la boîte et tu découvres un nouveau truc. Du coup, les listes déjà faites, Behance, les gens à qui je suis abonné, Instagram, les gens à qui je suis abonné. Voilà à peu près comment je découvre les trucs. Ensuite, je fais mon petit tri, je le mets dans une liste à contacter, avec du coup le mail de contact, etc. Et quand j'ai un peu de temps le matin ou un autre jour, je me mets devant mon petit PC et puis j'écris des mails. En attente finalement des retours pour les tafs sur lesquels tu taffes actuellement. Quand j'ai pas de taf, quand je suis quand je suis en recherche de taf, un peu de temps libre, petite prospection, j'envoie 2-3 mails. Je les glisse dans contacter et ensuite j'ai 2 autres colonnes. Ont répondu, ont kiffé, projet à venir, ou ont répondu non, on ne veut pas travailler avec toi. Et sur les contactés en attente, j'ai dû contacter peut-être 120 agences studio pour l'instant.
À contacter, il y en a peut-être 40. J'espère que tu as fait une automatisation Phantom Buster into Whimsical. Ouais, après, j'ai des stats et après, je les mets dans. J'enrichis Oh, tu me dégoûtes. Non, comment dire? Pas d'automatisation. J'écris les mails. De toute façon, mec. Faut pas, de toute façon. Objectivement, tu niques la réputation de ton mail. Surtout qu'en plus, ton premier contact, t'en as qu'un. Donc, faut pas le foirer, oui, tu vois. Et du coup. C'est réel ce que tu viens de dire. Donc, tu as cette première axe de prospection. Ouais. Ensuite, les gens qui voient mon taf sur les réseaux. Tout simple. L'algorithme. Instagram, Twitter, LinkedIn, Behance. Ce qui me rapporte le plus de projets, c'est Behance, je pense. Parce que souvent, les agences, elles vont taper. Je sais pas, elles veulent un. Bah là, c'était ça, ils veulent un motion. J'ai fait un motion 3D sur des vélos. Ouais. Bah, elles tapent bike CGI dans Behance. Et si t'as les pastilles ou si t'es bien référencé, hop, voilà. Ouais. Un peu Insta, un peu Twitter, mais surtout Behance. Ouais. Okay. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de ton premier client? Est-ce que ça peut être ton... Oui. Ah, oui. Intéressant. Mon tout premier client, en tout cas pour une mission de design, c'était le coiffeur de mon village. Ah là là. Ma mère lui a dit, tu sais, mon fils, il fait un peu des designs, tout ça. Et pour 30 balles, je crois, j'ai fait good money. Des photos du salon. J'ai refait le logo, la DA. Wow. Et j'ai essayé de faire une vidéo aussi, mais j'avais un appareil photo tout pourri, donc ça rendait pas bien. Mais du coup, un total rebranding, plus vidéo, plus photo, 30 balles. C'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous parlez? Du coup, on commence tous par là, de toute façon. Bah ouais. Mais j'ai pas vécu ça comme une mauvaise expérience, hein, c'est genre, voilà. Après, j'ai commencé à faire des petits motions pour des gens, des potes. Des petits projets Twitter aussi. Ouais, le début, c'est beaucoup Twitter. OTF. Ah oui. Qui m'a fait confiance sur les premiers projets 3D. C'est vrai. L'un des premiers projets 3D. All Time Fever, marque de vêtements de Ruby. C'est ça, trop chaud. Pour ceux qui savent pas. Il m'a fait confiance sur la 3D au tout début et c'était... C'est vrai que c'était seulement là le début, ouais. C'est fou. C'est si peu du coup, loin. un mec de Twitter à qui on parlait, tu vois, bouche à oreille, tout ça. C'est ça. Et la question qu'on pose à chaque fois, mais pour toi, c'est quoi, en 3 points, les cases à cocher pour mettre toutes les chances de son côté pour trouver des clients? Vraiment, les 3 points, tu dis, mais c'est obligé d'avoir ça. Être présent sur les réseaux, je pense. Point numéro 1. À moins d'avoir déjà des contacts de fou. Quand même, être présent au moins sur Behance, je pense, et LinkedIn. Après, c'est Instagram, Behance, LinkedIn. Twitter, franchement, pas obligé. Okay. Avoir un site, en vrai, pas obligé. T'as un Behance, franchement, ça fait le taf. Il y a 2 teams là-dessus. Mais en tout cas, avoir un endroit où tu montres ton taf. Ouais. Et où les gens peuvent te découvrir, en fait. Donc déjà ça, un endroit pour capter les clients. Un moyen d'acquérir les clients de façon... organique. De façon organique. De façon... des leads shows. Une façon d'avoir des leads shows en Q1. Oh, aïe. Non, en gros, des réseaux sur lesquels tu montes ton taf et l'algorithme peut te pousser. Voilà. Du démarchage, en étant évidemment pas en y allant comme un bourrin, en envoyant 100 mails par jour à tout le monde sans réfléchir. Et sur LinkedIn. Voilà. Bien choisir à qui tu contactes, faire un beau mail, etc. Très stylé. J'ai trop hâte de voir la comparaison avec les autres. Ce qu'ils diront sur ces points-là, ça va être marrant. Parlons purement argent, maintenant. Je vais poser la question qui va servir de teaser, je suis trop refait. Let's go. C'est quoi ton TJM, donc ton taux journalier moyen, et comment tu justifies ton prix? Est-ce que tu arrives à le justifier aujourd'hui? Pour le coup, moi je suis ouvert à ça. Okay. T'as pas de tabou là-dessus? Ça me dérange pas d'en parler. Ouais. Moi je suis à 550, du coup. La journée? La journée. Avec du coup souvent des remises. Si on fait un projet de plus d'une semaine par exemple, je vais offrir 10%, 15%, etc. Du démarchage pur. Ça reste, je pense, entre toi et le client. Ouais, c'est souvent le client, il a un budget limité. Je lui dis, moi j'ai besoin de 5 jours. Il me dit, il me manque 1000 balles. Tu vois, tu fais une petite remise parce qu'il y a beaucoup de jours, etc. D'où le fait moyen. Ça s'adapte toujours. Oui. Taux journalier, moyen. Ça. Toujours adaptable au client, à la situation, au travail demandé. Et pareil, tu factures un jour, mais ça se trouve, tu vas faire un peu plus d'un jour ou un peu moins d'un jour. Tu sais pas, tu vois. Ouais. Pourquoi 550 ? Dans mon métier et dans
Ta à peu près niche. les skills que j'avais, je pouvais me mettre à 500, c'était un peu la norme. D'un mec qui a quand même quelques années d'expérience, mais qui n'est pas senior de fou. Donc j'ai commencé à 500. Quand j'ai vu que souvent, quand je disais mon TGM au studio, ils me disaient « Oh, ça va !» Du coup, je pourrais même mettre 600 en vrai. Ça passerait aussi. Après, l'idée, c'est pas d'être dans une méta de... dans une méta. Le mot méta a été droppé. Ok, il y a un petit chien qui se baigne là. Mort. Moi. L'idée, c'est... Bon. Nein, 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 nein. Entschuldigung, sorry. Kein Problem. Brownie, Brownie. Da oben. Zoom. Putain. Putain, ils kiffent leur life. Ah, il fait froid. Donc là, en fait, on rentrait un peu dans l'aspect purement marketing du... C'est honnête de Ouais. dire qu'on est confronté à ça. Quand quelqu'un au téléphone te dit oui tout de suite, la règle basique du marketing, j'ai pas fait 5 ans de marketing, mais je peux te le dire, c'est qu'on te dit oui tout de suite, c'est que t'es trop faible en prix et qu'il a même pas eu besoin de négocier finalement. C'est qu'il marge comme un gros porc sur ta gueule, ce qui est pas un souci, puisque c'est eux qui nous rapportent de l'argent, mais ça veut dire que tu peux encore Ouais. monter, c'est le En jeu. fait, ça m'intéresse pas d'être dans le mood de The Future. C'est Ouais. la chaîne YouTube, Oui, oui. le gars chauve qui donne Ouais. des conseils et machin. Il y a cette méta des gens qui disent je vais essayer d'optimiser pour gratter le plus d'argent possible par projet. Ça peut être une motivation, hein, l'argent. Chacun son... Ouais, Moi, ma chacun motivation, c'est de faire des projets qui me plaisent. Donc, je prends un TJM qui, moi, me permet de vivre confortablement, me mettre de côté. Et j'ai pas besoin de plus. Peut-être que ça me ferait rater des projets en plus si je mettais plus. Donc, pour l'instant, c'est 550. Et du coup, bon, la question paraît quand même répondue assez rapidement, mais je la pose quand même. Est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui ? Oui. Complètement. Ouais. Sans souci. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques chiffres concrets ? T'es pas obligé de répondre du tout. C'est tes derniers mois. En fait, c'est pour voir est-ce qu'il y a des contrastes entre les mois. Est-ce que t'es constant ? C'est pour savoir. Il y a des contrastes de fou. Il y a des agences qui te payent 4 mois après, d'autres qui te payent tout de suite. Du coup, ça fait qu'il y a des mois, tu reçois l'argent de 2 mois d'avant. Du coup, il y a des mois où ça arrive que je sois à plus de 10 000 euros parce que je reçois genre 2 mois d'un coup. Il y a aussi des mois où je suis genre à 1200, 1300 parce que personne veut me payer. De tête comme ça, sur les premiers mois que j'ai fait, je pense qu'en brut, je dois être à 4005 en moyenne. Donc des fois 10 000, des fois 1200. Ça dépend en fait quand je reçois les trucs. Donc j'en vis confortablement. Je peux mettre de côté, c'est trop bien. Sachant que du coup là je te dis 4005, mais dans ma poche au final, il n'y a que 3000 qui rentrent. Et oui, évidemment. Enlever URSSAF, enlever imposition pour mettre un peu de contexte. Et aussi, autre truc à prendre en compte, je travaille pas à plein temps, comme un CDI. Je suis à beaucoup moins de 35 heures. Et du coup, pour l'instant, la situation me va de fou. Donc je travaille comme je veux, avec qui je veux, je peux en vivre. Donc je n'ai pas à me plaindre. Top, c'est cool, merci pour le partage. On va terminer sur la partie santé mentale qui est super importante, je pense. Désolé, je te fais mourir de froid. Moi, je meurs de froid là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que être freelance, c'est dur ? Non, parce que en fait, on est dans un écosystème, surtout avec les agences et les studios, qui marchent beaucoup sur les freelances. En fait, c'est vraiment un truc hyper normal en fait. Genre, tu regardes les grosses agences parisiennes, elles ont très peu de prod pur et dur. Ils ont une petite base. Elles ont leur créa, leur DA, leur DC, etc. en interne, leur chargé de prod, leur comptable, tout ça. Mais les artistes 3D, les motion designers, en général, ils prennent des freelances. Et du coup, on est sur une économie qui marche beaucoup sur les freelances, au final. Donc, je me sens pas dans une position marginale en mode je fais un truc que personne fait ou genre j'ai personne à qui parler parce que c'est un métier hyper rare en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu le recommanderais quand même à n'importe qui si tu me dis que c'est pas dur ? Je recommanderais pas de se lancer en freelance tout de suite. Genre là, tu finis tes études, t'as ton master en poche, t'as peut-être fait 1 ou 2 clients pendant tes études. Et là, tu te dis, je me lance freelance tout de suite. Là, tu vas galérer.
Là, tu vas passer peut-être plusieurs mois à trouver des clients, à démarcher, tout ça. C'est un peu ce que tu as fait. Non, pas du tout. Moi, quand je me suis lancé en freelance à la fin de mes études, j'avais peut-être déjà une vingtaine, trentaine de projets derrière moi. Quand je me suis lancé en freelance après mes études, j'avais au moins 1 voire 2 projets par mois et j'en refusais beaucoup parce que j'avais pas le temps. Okay. Du coup, je pense que c'est là, ce moment-là, où c'est optimal de se lancer, c'est quand tu as une autre activité à côté ou tes études et tu dois refuser des tafs parce que tu n'as pas le temps. Là, tu te dis, bah, c'est bon, je me lance, comme ça j'aurai le même afflux de taf, voire plus, et j'aurai le temps de les faire. Et donc c'est là où tu vas pas galérer et ça va être smooth. En tout cas pour moi ça a été super. Tu sens en fait le moment où tu dois dire ok, il faut que j'arrête un truc. Mais si ça te fait pas peur d'avoir une période de creux pendant 6 mois, tu peux te lancer tout de suite. Okay. Mais si t'as déjà pas des demandes assez récurrentes, ça peut paraître risqué, ça peut se jeter dans la gueule du loup, quoi. C'est pour ça que un peu la meilleure méta pour se lancer, je pense, c'est de se trouver un petit poste pépère, limite à mi-temps, dans un studio, dans une agence. Peut-être c'est pas ce que tu kiffes de fou, et moi ça te permet d'avoir l'argent pour payer ton loyer. Quand dans ton temps libre, tu commences à faire des petits projets free, et quand ça commence à vraiment marcher, et que tu as souvent des demandes, là tu te lances en free. Intéressant, ouais. Et pour finir, est-ce que en toute sincérité, est-ce que tu te sens seul ? Oh, la question de fin. Ouais. Est-ce que tu te sens seul Oui. Non, Scénario, routine. Quand j'étais à Lyon, c'est vrai que tu peux vite être pris par la solitude, en fait. Sachant que même moi, j'ai la chance d'avoir mes potes qui sont aussi en freelance, donc je peux bosser avec eux, etc. Ouais, ça peut vite te rendre très seul. Ça m'est déjà aussi arrivé d'être presque en quasi burn-out, où genre j'ai pris trop de projets d'un coup, tout arrive, tu connais les retours, des fois ça prend 3 semaines, etc. Tu peux pas calculer, tu te retrouves à 23h à être assis de retour de 2 projets différents, machin, tu pètes un câble. Et du coup, ce côté faire attention à soi en prenant pas trop de projets, ça peut être tentant, mais voilà, faut faire attention. Ouais. Et faire attention à soi aussi en gardant un contact avec des gens. Parce que la freelance, c'est un métier super seul. Tu travailles de chez toi. Ouais. Et autre conseil aussi, si dans une grande ville genre Paris-Lyon, tu peux aller bosser chez l'agence avec qui tu bosses. Tu vois, si l'agence elle te prend en free, même d'habitude ils sont trop contents que tu viennes bosser dans leurs locaux parce que ils te voient travailler. La communication est plus fluide. Pour certaines personnes ça peut être un peu stressant d'avoir derrière l'épaule, tu vois. Je comprends. Mais moi ça me fait trop plaisir de voir des gens et. C'est de nouvelles rencontres et tout. Mais c'est vrai que il faut en être conscient que si t'as du mal avec la solitude, c'est peut-être pas un truc qui est fait pour toi, quoi. Ok. Merci beaucoup. C'était trop bien. Aucun souci. Il y a tout ce qu'il me faut. Trop hâte de voir le contraste avec tout le monde. De fou. Ça va être un long métrage, je pense. Trop hâte. Putain.